De l'actualité internationale avec 75 films en présence des réalisateurs. Projections, débats, avant-première, théâtre documentaire et une exposition photo de Yann Arthus Bertrand et Brian Skerry à retrouver du 11 au 14 mars au Palais des Congrès du Touquet Paris-Plage. Plus d'informations sur www.figra.fr en partenariat avec RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour et bienvenue dans notre café des sports aux couleurs vertes aujourd'hui, ce café des sports. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi dans Radio Foot International, nous avons choisi cette couleur aujourd'hui, la couleur de l'espoir, n'est-ce pas? En tout cas, n'oubliez pas, nous sommes en son dans vos postes radio, nous sommes aussi en images grâce au Facebook Live et justement, vous pourrez nous voir et voir d'autres choses d'ailleurs. Ils sont là, nos invités. Rémi Ngono, bonjour, lui il n'est pas en vert. Ah oui, bonjour, moi je suis en rouge. Oui, je vois. Bonjour Rémi Ngono. Ouais. Xavier Barret est là aussi. Bonjour Bonjour Xavier. non, moi je risque pas d'être en vert, vous savez. Non, mais oui, je vois je qu'il y a sais. un peu de jaune alors. Vous êtes un peu en jaune en général. Canary. Bonjour Habib Bey. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Et puis on a renforcé un peu les rangs sénégalais aujourd'hui. On s'est dit, on va pas vous laisser tout En ce seul moment, on est face, très très bon. face au duo. Exactement. On brille sur le football. Bonjour Yoro Mangara. Bonjour Annie, bonjour à tous. Yoro de passage dans notre studio, de passage à Paris de temps à autre. Alors on l'invite comme ça. Et vous pouvez même le voir aujourd'hui. Merci. Merci Yoro. Et puis Eric Mamrut, lui aussi il s'est mis en vert. Bonjour Eric. Bonjour. Alors justement, pourquoi sommes-nous en vert? Eh bien parce qu'ils sont les plus forts et ils sont en finale. Les Verts de Saint-Étienne qualifiés en Coupe de France 38 ans après une historique finale au Parc des Princes, déjà contre le Paris Saint-Germain, qu'ils retrouveront donc au Stade de France le 25 avril prochain. Le peuple vert a dignement et magnifiquement fêté cette victoire hier. Un vrai public qui a fait bouillir le chaudron et une parenthèse enchantée en cette année de souffrance. C'est si beau un public à l'unisson, mais les tifosi italiens devront chanter devant leur télé. Tous les matchs du Calcio se joueront à huis clos ces prochaines semaines et notamment dimanche Juventus-Inter, un match qui décidera pourtant peut-être du titre de champion d'Italie. Les autres beaux rendez-vous du week-end, vous avez un Lille-Lyon en Ligue 1, ça sera dimanche soir et puis juste avant en Angleterre, Manchester, City ira jouer à Old Trafford, une place en Ligue des Champions en jeu pour Man U qui rivalise avec Chelsea. Radio Foot, le café des sports, les débats sont ouverts. Allez, et ils ont gagné. Le peuple vert était en fête. Il est d'ailleurs toujours en fête aujourd'hui. Les maillots sont sortis et ce maillot est historique. Il est celui de la grande époque de Saint-Étienne, celui de Manu France que portaient alors Rocheteau, Battenet, Larquet, Piazza, Revelli, Janvion, Kurkovic et tous les autres camarades de Saint-Étienne. Ce maillot collector, comme on dit, appartient à David Finzel. Je vous le dis parce que c'est très important, son cœur est vert. Et hier, l'espace de 90 minutes, enfin non, et c'est important, l'espace de 94 minutes, les Verts ont renoué avec leur histoire passée, retrouvant donc 38 ans après une place en finale de la Coupe de France. Retour sur une folle soirée commentée par nos confrères de France Bleu Saint-Étienne-Loire. C'est parti! Le coup d'envoi donné par Denis Bouanga de cette ASS Rennes pour rêver et emmener ce peuple vert. Penalty, Nyang, Moula, c'est dedans, en force pour Mbaye Nyang et l'ouverture du score pour le Stade Rennais. Et l'égalisation de la Saint-Étienne. Timothée Kolodziejczak, on le disait, à la 43e, qui va au pied du copter pour enflammer le chaudron. Timothée Kolodziejczak, à partout. Écoutez le chaudron. On y croit. Mangala entre la surface, le crochet, la frappe de Boutbouz. Oui, le but de Riyad Boutbouz. Riyad Boutbouz dans les arrêts de jeu
dans les arrêts de jeu. Oui, c'est fini. C'est fini. Les Saint-Etienne ira au Stade de France. Défier le Paris Saint-Germain. Geoffroy Guichard qui chavire de bonheur. Envahissement de pelouse. Ça sort de partout. Tous les Stéphanois, tous les Verts viennent enlacer les joueurs. Quelles belles images. On est en finale. Ah puis merde, on est en finale. On est en finale. On est en finale. Voilà le refrain que, évidemment, chantent les supporters quand on arrive en finale. Ça rappelle aussi un certain soir de Radio Foot à Marseille, lorsque la France était en finale de l'Euro. Quel match, quel scénario, Eric Mamrut. Vous étiez en joie, là, vous faites partie de ce peuple vert. Qu'est-ce qui vous permet de croire objectivement que je suis supporter de Saint-Etienne ? On va demander à nos camarades. Je ne vois vraiment pas. Bon, il y a peut-être effectivement dit quelque chose pour ce peuple vert. Mais bon, hier, il y avait quelque chose de spécial de par le scénario du match. C'est sûr qu'à chaque fois qu'un match de coupe se décide à la toute dernière seconde, avec un but décisif, ça provoque beaucoup d'émotions. Là, c'est Riyad Boudebouz qui l'inscrit, l'Algérien, qui était plutôt en disgrâce du côté des supporters stéphanois et même de Claude Puel, qui l'alignait de moins en moins. Il était rentré en cours de jeu. Saint-Etienne menait au score, qui parvient à égaliser et donc à arracher la victoire dans une période ô combien difficile. Donc ils sont très mal classés en championnat, 2 points d'avance seulement sur le barragiste, une seule victoire sur les 7 derniers matchs. C'était vraiment la catastrophe. Et puis là, ils arrivent à sortir un gros match parce que je crois que dans la manière, c'était en tout cas meilleur que ce qu'ils avaient montré précédemment. Et dans l'état d'esprit, là, il y avait véritablement quelque chose. Xavier Barré, est-ce que vous avez trouvé aussi une envie, un état d'esprit, puis un scénario fou comme offre des matchs de coupe ? C'est-à-dire, on a 90 minutes pour tout donner et pour se qualifier. C'est la coupe et on sait que Saint-Etienne... C'est les coupes en général, on va dire. Saint-Etienne n'ayant plus la possibilité de jouer les premiers rôles en championnat et depuis trop nombreuses années maintenant. Ils ont été 4e l'an dernier, ce qui est pas si mal. Oui, mais ils jouent pour l'Europa League. Voilà. Ils ne jouent pas pour une place en Ligue des Champions. Les coupes, c'est en fait ce qui permet de ramener un trophée dans cette armoire qui est très richement garnie. La dernière fois, c'était la Coupe de la Ligue et 2013. Ça avait provoqué une formidable engouement pour cette compétition qui va s'arrêter d'ailleurs au Stade de France. Voilà, ça avait été une très belle finale et le peuple vert était au rendez-vous parce qu'évidemment, c'est une vraie ville de football, il n'y a pas que les gens de Saint-Etienne qui sont pour les Verts, il y en a partout en France, il y en a même dans ce studio, il paraît. et derrière la vitre en régie aussi. Donc non, il y a un vrai engouement autour de Saint-Etienne. Beaucoup d'anciens, aussi les plus jeunes, même s'ils ont moins connu les Verts qui gagnent, forcément, puisqu'ils n'ont plus gagné grand-chose depuis très nombreuses années. Et donc, dès qu'il y a la possibilité de s'illustrer avec la Coupe, ils le font et le public est au rendez-vous. Et c'est ça qui est formidable. Habib, justement, ce peuple comme ça, le peuple vert qu'on appelle, mais ses supporters. Alors vous avez connu Marseille où il y a aussi des vrais supporters comme ça. C'est vrai que c'est ce qui pousse aussi peut-être une équipe justement qui est en déroute. D'ailleurs, signalons-le, le stade qui a plus de 40 000 places hier n'était pas véritablement plein, même si la pelouse était verte et noire de monde à la fin du match. Oui, ce qui est assez fort avec ces clubs-là, c'est qu'ils ont su vous raconter une histoire avec le temps. Et les gens ont grandi avec ces histoires-là. Même si aujourd'hui, pour ma génération, je suis de 77, j'ai pas connu ce qui s'est passé avant, mais on a tous commencé l'aventure européenne. On a tous entendu parler des poteaux carrés, on a tous entendu parler de cette épopée des Verts, on a tous entendu parler de ces choses-là. Donc à partir de là, l'image de fin, lorsqu'on voit tous ces gens en fait sur la pelouse, cette image, en fin de compte, elle est déterminée par ce que le club a fait avant aussi. Parce que ce qui se passe en ce moment, du côté de ce club-là, c'est difficile à accepter pour les supporters d'être 16e de Ligue 1. J'ai connu en fait une aventure un petit peu similaire avec Strasbourg, puisqu'en 2001, lorsqu'on gagne la Coupe de France face à Amiens, c'est l'année aussi où on descend en Ligue 2. Il faut savoir que lors du quart de finale, il n'y avait que 13 000 personnes à la Méno. Et malgré tout, on jouait, je crois, à ce moment-là, l'Olympique Lyonnais, qui était une grosse équipe. Le stade n'était pas garni parce que forcément, ce qu'on faisait en Ligue 1 n'amenait pas les gens à être derrière l'équipe. Je crois que ce sont des moments très très forts à vivre en tant que joueur. Mais malgré tout, ils se vivent dans la difficulté. Et puis, je crois qu'il y a un symbole. Déjà, le fait de marquer à la 43e, le marquer à la 94e. Et surtout, moi, où je vois le symbole, c'est aussi que Claude Puel s'est privé de joueurs comme Boudebouz qui sont des joueurs de talent et mine de rien, c'est Boudebouz qui fait la décision et qui l'emmène en finale de Coupe de France alors qu'il l'a plus ou moins écarté. Et c'est l'histoire du foot qui nous dit que parfois, ce sont des gens que vous avez bannis ou en tout cas que vous avez essayé de mettre de côté
qui vous amène vers en tout cas peut-être, le sacre suprême, même s'il y aura beaucoup de choses à faire face au PSG, mais ces émotions-là, elles sont indescriptibles et elles sont aussi liées à l'histoire de ce club. Kolo-Djesiak aussi avait été un temps banni durant l'hiver et il marque le but égalisateur. Exactement. Et vous parlez d'émotion, vous parlez bout de bouse, eh bien on va l'écouter, le joueur, le buteur de la soirée d'hier, celui qui a l'équipe en marquant ce but donc dans les arrêts de jeu. C'est des moments dans le football qu'on n'a pas la chance de vivre toutes les années et surtout lors d'une saison aussi difficile que cette année. C'est bien qu'on puisse donner ça aux supporters parce que franchement, en dehors des efforts de tous les joueurs, bravo à tous les supporters qui sont là depuis le début, qui se battent avec nous malgré les mauvais résultats. Et aujourd'hui, je le dis pas pour leur faire plaisir, même si j'en ai mangé dans la gueule, j'ai pris cette saison. Mais bravo à tous ceux qui nous suivent parce que c'est pas évident. Ils travaillent ces gens-là et c'est parfois difficile pour eux. Donc j'ai envie de dire que cette victoire, elle est pour ces gens-là qui méritent. Je vois William Saliba conduire avec... Il conduit, il percute, il met un ballon à Denis. Denis fait son crochet et quand il fait son crochet, je suis à côté de lui. Et je lui dis laisse. Et sur l'action, tu vois bien qu'il s'enlève. Et je sais que j'ai pas l'espace pour l'enrouler de l'autre côté, donc je me dis je vais la fermer et ça rentre, donc tant mieux. Je pense que c'est le plus gros saut de ma vie parce que j'avais envie de marquer. J'avais envie de surtout marquer à domicile et lors d'un match comme ça, 90e, ça fait du bien. Franchement, on va pas se mentir. Je pense que c'est le but le plus important de ma carrière. Yoro Mangara, justement, le but le plus important, c'est vrai que là, c'était le moment où ces Verts pouvaient se racheter, peut-être pas racheter une saison entière, mais en tout cas se racheter beaucoup dans le cœur de leurs supporters et de tout le monde. Écoutez, la voix de ce joueur, le football, c'est plus que des milliards. Des fois, c'est l'émotion que ça procure. On voit dans sa voix l'émotion qu'il a procuré, qu'il s'est procuré d'abord à lui, au club, à ses supporters. Mais c'est magnifique. Le football, c'est pas que des milliards, c'est cette émotion que ça peut nous rendre. Et puis moi, j'aime bien le peuple stéphanois. Il y a 3 clubs de supporters que j'adore en France, c'est Lens, c'est Marseille et c'est Saint-Etienne. Ça me rappelle l'Afrique, en fait. On aime le football en Afrique et ça se sent dans les gradins. Et c'est ce qu'il faut, je pense, perpétrer dans les autres stades pour qu'on n'y aille pas justement juste pour regarder du foot, mais pour pousser son équipe. Oh, Rémi fait la grimace. Vous n'avez pas aimé le spectacle, Rémi ? Le spectacle vert, c'est pour ça que vous êtes en rouge ? Je peux aimer peut-être le spectacle qui était moyen, parce que quand même, en même temps, il y a un nombre considérable de fautes. Par exemple, Rennes, c'est 22 et de l'autre côté, c'est 16. Et c'est quand même énorme pour un match de cette envergure. Mais surtout, ce qu'on est en train d'apprécier et que je vois toute la presse est en train de prendre ça comme l'hymne du football, c'est cet envahissement du stade. Je dis quand même, c'est très très grave, c'est dangereux. Tout s'est bien passé. Oui, parce... Attendez. Non, mais ils ont même demandé, c'est intéressant Rémi, ils ont même demandé un moment à tous les supporters de sortir, de regagner leur place parce que les joueurs voulaient faire un tour d'honneur et ils l'ont fait. Donc, à une certaine minute, on n'a pas le droit. Il y a parfois, on peut louer le bon comportement parfois. Attends, je te dis une chose. Oui. Parce que le problème est le suivant. Il faut quand même considérer un certain nombre de règles. Il y a des moments et des endroits où on fête des victoires. Mais je dis bien que une pelouse de football, et je vous prends par exemple, si jamais c'était, par exemple, Saint-Etienne qui était en train de perdre. Et vous voyez les gens envahir la pelouse de la même façon. N'oubliez pas... Attendez. Mais on ne peut pas dire parlons de ce qui s'est passé, Rémi. Oui, mais ce qui s'est passé à Nice, il faut savoir que ça pouvait aussi avoir des incidents là. N'oubliez pas que les mêmes faisons confiance en l'être humain. Mais attendez, on ne peut pas, je dis bien, on ne peut pas, parce que, par exemple, j'ai vu de la même façon, les mêmes supporters que vous êtes en train d'apprécier aujourd'hui, c'était toujours contre Rennes, c'était le 17 avril 2017, eh bien, ils sont partis entrer dans le stade alors qu'il y avait huis clos décrété par le préfet. J'ai vu les mêmes spectateurs envahir la pelouse contre Lyon quand ils ont pris 5-0. C'est pas le sujet. J'ai vu les mêmes spectateurs envahir le stade quand ils ont pris 4-0 contre Monaco. Donc maintenant, parce que c'est bon, on dit ok, bravo, il faut envahir les stades. Envahir un stade est une faute. Mais Rémi, là on parle d'émotion. Il y a eu de joie. Encore une fois, si demain on parle de sécurité, on va parler de sécurité et tu pourras commenter ces images-là. Là, on parle d'émotion, on parle du fait que Saint-Etienne soit en finale de la Coupe de France
après une saison difficile pour l'instant en Ligue 1, 38 ans après. que c'est un club qui a une histoire aujourd'hui déjà dans cette compétition, qui a une histoire dans le football français. Parce que si aujourd'hui on vit de ces émotions et du football français, c'est grâce à des clubs comme Reims, comme Saint-Etienne, comme Marseille, comme le Paris Saint-Germain récemment, parce que c'est un club jeune, mais il y a plein de clubs, hein, je pense que j'en oublie aussi. Mais là, tu nous parles d'une image. Oui, une image, si tu veux qu'on parle de sécurité, bah oui, c'est pas forcément adapté d'avoir toute une foule qui descend sur un stade. Voilà, Là, mais on parle c'est de ça qu'on non, mais là, on parle de parle. l'événement. Mais non, c'est Là, on pas de parle ça. là, on parle de l'événement. L'événement, il est que aujourd'hui, une équipe qui est en grande difficulté et qu'on a décrit comme une équipe qui n'est pas unie, un coach qui n'a plus la main, bah mine de rien, elle se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Il faut analyser le contenu. Tu as raison de dire que c'est pas forcément le meilleur match des deux équipes. c'est sûr. Mais malgré tout, lorsque tu regardes du foot, ce qui est important, c'est ce que tu perçois déjà pendant l'événement et après l'événement. Si aujourd'hui tu es stéphanois, tu as énormément d'émotions. Si tu es un amateur de foot et que tu aimes le foot, c'est une image qui doit quand même malgré tout te toucher, de voir un club qui a marqué l'histoire du foot se retrouver en finale de Coupe de France. Parce que moi, je te parle là de ma position. J'ai été joueur de foot à haut niveau. J'ai vécu ces émotions-là. Donc Mais je toi, sais... tu m'as Non, dit- attends, laisse-moi finir. Et je sais ce que ressentent ces mecs-là à ce moment-là. Et ça, tu peux me dire ce que tu veux. Tu l'achètes pas. D'accord ? Et à la rigueur, ça se commente même pas. Parce qu'il n'y a personne qui peut décrire exactement ce qu'ont ressenti ces mecs-là, ce qu'a ressenti Boudbouz, si tu ne l'as pas vécu. On peut le commenter, mais si tu ne l'as pas vécu, il est impossible de le toucher du doigt. Moi, j'ai eu cette chance de vivre ça. J'ai eu cette chance. Il y a des gens qui ont eu la chance de vivre beaucoup plus. Mais la seule façon de le commenter, c'est de l'avoir vécu. Et là, tu parles d'un aspect qui, pour moi, n'est pas le cœur de la... Non, ce n'est pas le sujet. Non, Rémi, s'il vous plaît. On va continuer. Deux fois, je ne peux pas Non, ben on va intervenir, continuer, mais répondre. sur autre chose, Rémi. Et notamment sur les joueurs qui sont illustrés. Éric Mamrut. Bon, on a parlé de Boudebouz, Oui. on peut parler de Saliba, le jeune défenseur. On voit 18 effectivement ans, hein. son mauvais côté, c'est lui qui provoque le penalty qui offre le but à Mbaye Niang, mais après il se rachète d'une manière incroyable. Il a été qui amène le but libérateur puisqu'il rentre dans la moitié de terrain bretonne pour donner le ballon à Bouanga. Et on a entendu Boudebouz dire j'écris Bouanga laisse. Et on voit qu'effectivement, on voit l'état d'esprit peut-être dans ce moment-là. Là, il n'y a pas d'individualisme. Bouanga, le Gabonais, laisse sans... Il ne tente pas à frapper, il aurait pu frapper. Et il y a connexion entre les deux et il frappe, il la met exactement là. Après, on peut sortir quelques joueurs, mais on peut louer Cabaye, Debuchy, mais le collectif, là, il y avait un bien sûr. souffle. Il y avait un souffle. C'est moins de 20 ans. Hein. C'est Mais oui, deux joueurs qui ont gagné la exactement. Gambardella avec Saint-Etienne. Et aujourd'hui, pour des joueurs comme ça, vivre cette émotion-là, c'est pour ça que je parle d'émotion et c'est très important. Vivre cette émotion pour deux jeunes joueurs comme ça, aussitôt dans leur carrière, bah, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, je suis content de ces joueurs-là, aller voir le Stade de France avec le dénouement qu'il y aura face au PSG. En même temps, rien n'est acquis aujourd'hui. Mais malgré tout, voilà, on a des jeunes qui participent aussi au succès. Justement, Xavier, est-ce que ça peut changer, être quelque chose d'important pour le reste de la saison? Parce que Eric le rappelait tout à l'heure et on le disait, ils sont à 2 points. C'est stéphanois. Oui, mais donc justement, le gouffre est pas loin quand même. Je pense que ça peut être le coup de fouet qui manquait parce que on sait qu'avec Claude Puel est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Or, les Verts, gestion en début de saison, quand Guilain Printemps a repris l'équipe. Et puis, quand il a été viré, il a fallu que Claude Puel réaffirme l'autorité du coach sur ce groupe. Il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui ont leurs habitudes. Oui, puis on a bien vu qu'hier, le gardien emblématique qui est Stéphane Ruffier n'était pas là. Il n'est toujours pas là. Mis à l'écart. Donc du coup, il a fallu restaurer une discipline, privilégier les jeunes comme Claude Puel l'a souvent fait par le passé. Notamment à Lille à l'époque, à Nice, à Lyon c'était un peu plus compliqué, mais du coup ces anciens, il a un peu cassé les anciens. C'est bien de remettre une concurrence, mais je crois qu'il les a peut-être un peu trop déstabilisés. Mais ces anciens, qu'est-ce qu'ils se disent là? Ils se disent soit je vais continuer à Saint-Etienne parce que souvent ils ont des contrats pas mal pour leur fin de carrière. Ils disent on va essayer d'aller rebondir ailleurs. Quelle meilleure vitrine qu'une finale de Coupe de France pour justement se montrer. Donc ils ont tout intérêt effectivement à tous adhérer à l'intérêt au-delà des accords qu'il peut y avoir. Et Rémi, justement, ça sera le 25 avril prochain et l'affiche, ça sera une finale de Coupe de France avec Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, l'année dernière, certes, était en finale contre Rennes et n'avait pas réussi à la gagner. Est-ce que vous croyez que cette année, on pourrait avoir un scénario surprenant? Je croyais qu'on avait déjà joué la finale parce qu'on me dit que les émotions qu'on ressent sont terriblement fortes qu'on ne peut pas résister.
Bon, T'es hors donc sujet, on n'a t'es pas hors sujet. encore remporté. Mais t'es hors sujet. Mais pourquoi Mais tu t'es me hors laisses sujet. jamais Tu parler? parles d'émotion, Habib, on te mais parle c'est du pas match Saint-Étienne possible. PSG. On te parle de Saint-Étienne Rémi, PSG, tu nous parles d'émotion. parlons Mais ce Parlons n'est de la pas finale. toi qui dirige émotion, le elle est débat. ponctuelle. Attends, quand Rémi. tu laisses, Rémi, la finale. tu ne peux pas chaque fois Rémi, que le je temps parle. passe. Non, mais il faut Allez-y. quand même que c'est toi qui ordonne le débat et non Habib ben alors, qui allez-y. intervient 3 fois. Donc, Allez-y. j'ai dit bien que lorsqu'on essaie de voir, on n'a pas encore gagné une finale. Ben, on Et n'a lorsque pas je dit. sais d'ailleurs que j'ai dit, bon, bien évidemment, quand ils avaient joué peut-être avec le PSG, c'était un autre PSG d'une certaine époque où il y oui. avait peut-être, ils avaient eux-mêmes à cette époque-là Platini. Bon, maintenant, lorsque je vois cette équipe, est-ce qu'elle peut aller contre le PSG? J'ai vu peut-être cette équipe contre Lyon. J'en doute fort, parce que quand je vois le match d'hier, c'est beaucoup plus Rennes qui a été faible et non que Saint-Etienne a été très fort. Donc peut-être comme c'est une finale, on peut imaginer que des choses peuvent arriver. Mais tout au moins une chose, sûr qu'ils sont pas c'est que favoris. l'affiche est déjà assez belle. Parce que contrairement à ce qu'on disait, par exemple, lorsqu'on avait une affiche Guingamp contre Strasbourg, 36 millions d'euros contre 24 millions d'euros de budget, c'était quand même ridicule et les gens n'avaient pas intérêt à regarder ça. Là, au moins, les gens peuvent regarder, mais surtout, ça ne va pas se jouer à Saint-Étienne. Et c'est là où ça va changer parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Le coq ne sait chanter que sur son fumier ». Oui, sauf Ouais, que je pense là, qu'il y a un on peut élément- s'attendre à énormément de Stéphanois qui se déplaceront. Oui, mais il y a surtout un élément qui sera très important et qui ne dépend pas de Saint-Etienne pour cette finale, c'est le calendrier du PSG. Exactement. Or, 3 jours après, si le PSG y arrive, il y aura demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et on sait que l'objectif du PSG, c'est pas la Coupe de France. Hein, ils en sont sur je sais plus combien, 7 victoires d'affilée. Non, ils n'ont pas gagné l'an dernier. Donc ils étaient sur Ils ont 7. gagné 12 fois au total. Oui, et ils sont sur. Là, ce sera leur 18e finale. Donc ils ont effectivement un objectif qui est la Ligue des Champions. Après, voilà, s'ils Donc, passent Saint-Étienne Dortmund, s'ils peut en passent les quarts de profiter. finale et qu'ils ont le rendez-vous des demi-finales, vous croyez que Neymar il va se mettre en 4 pour une finale de Coupe de Vu France ce qui s'est passé Alors, l'année dernière, peut-être. Ouais, Non, je pense mais- que mais- tu te mais- trompes. Ouais, je sais pas. Il y a Moi, je autre chose. Je pense que tu te trompes. Il y a autre Un chose trophée aussi, comme je pense celui-ci. aussi, ce sera le parcours de Saint-Etienne en Ligue 1. S'ils sont relégables juste avant la finale, je pense qu'ils vont se consacrer à la Ligue 1 pour ne pas descendre, que ce serait une catastrophe. Non, Bah, une finale de coupe. C'est un seul match. Bah, C'est D'accord. suffisamment rare pour pas la jouer à fond. Quoi. Ils peuvent la jouer à fond, mais je pense que Ils ont un banc restreint. ils ça, c'est auront la tête d'abord à la Ligue 1. Habib, forcément. un joueur, comment est-il Hein Un Non, mais joueur, un joueur une sur finale. un événement comme celui-ci, même Neymar avec tous les trophées qu'il a gagnés. Coupe de France, C'est un au Stade trophée. de France. Vous vous rendez compte que l'image, et moi je peux en parler pour le coup, j'en ai perdu 6. Donc lorsque vous perdez 6 finales, regardez 6 fois votre adversaire relever le trophée et aller chercher votre médaille du perdant. Qui que vous soyez le plus grand joueur ou le plus petit joueur, moi j'étais plus proche d'en bas que de Neymar, mais ce que je veux dire c'est que c'est difficile à accepter. Même pour Neymar aujourd'hui, avoir l'affront d'aller au Stade de France et regarder l'adversaire lever le trophée que vous étiez venu chercher, je peux vous garantir que c'est très important. Il ne peut pas le prendre en se disant « Ouais, en même temps, bon, c'est la Coupe de France, moi ça ne m'intéresse pas ». Il sera forcément... On se souvient l'année aujourd'hui- dernière, il avait mal réagi, Ouais, vous oui, vous en souvenez. voilà, hein. rappelez-vous. Donc ça Ouais. montre la frustration d'un joueur qui ne gagne pas le trophée, qui monte chercher aussi la médaille de perdant. Pensez à l'aspect de l'humiliation pour un joueur qui pense tout pouvoir gagner. Donc moi je pars du principe que ça sera une belle finale, déséquilibrée sur le papier. Mais même si le PSG joue 3 jours après la Ligue des Champions, ils ont un tel effectif que ça reste pour le Paris Saint-Germain un objectif majeur. Théoriquement, mais on sait qu'il peut y avoir de toute façon tellement de choses, tellement de faits de jeu aussi qui changent une finale. La dernière Ah. victoire de Saint-Etienne face au PSG date du 3 novembre 2012. Et que le PSG n'est qu'en 8e de finale de Ligue des Champions. Demi, c'est très loin encore. Depuis, il y a eu 16 défaites et 4 résultats nuls, dont un Et récent c'était le 6-1 Saint-Etienne ou de Bayern 5-0. Sall. On se souvient de son accrochage avec Ibra dans ce match. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas photo sur le papier, mais bon, la magie de la Coupe de France. Exactement. C'est ce qu'on dit. Là où il y a de la magie, c'est aussi en Espagne, avec une Coupe d'Espagne qui se jouera entre deux équipes du Pays Basque. Ni Real ni Barça, les deux éliminés. Et donc Atlético Bilbao et Real Sociedad. En plus. Pardon. Ça se jouera assez Ah vite. oui, Oui, alors là en c'est plus Andalousie, à l'autre bout du pays. Exactement. Oui. Ouais. Et là aussi, ça risque d'être très chaud et on s'intéressera aussi à cette finale. Allez, on continue. Ça fait tout le tour.
Et oui, au Chaudron, la passion à gros bouillon dans les travées. En Italie, ça sonnera creux ces prochaines journées de Serie A en raison du coronavirus. Là, on l'entendait, c'était un écho. Et justement, c'était un jour où Saint-Etienne avait dû jouer à huis clos dans son Chaudron. Alors là, le coronavirus continue à faire ses ravages et le huis clos a été décrété pour toutes les rencontres jusqu'au 3 avril prochain. Un choc au pays du calcio où les actions des grands clubs d'ailleurs sont en chute libre depuis qu'on a décrété ça. Et c'est dans ce contexte que s'inscrira le duel Juventus-Inter au Stadium turinois. Avant qu'on en parle, Habib, vous avez déjà joué un match à huis clos. Racontez-nous, parce que nous, évidemment, quand on est spectateur, ça nous amuse d'entendre les joueurs qui s'invectivent, qui se parlent, leur entraîneur, on entend tout, ce qui nous change un peu. Mais vous, sur une pelouse. Justement, comme on entend tout, vous ne pouvez pas avoir la même activité. Vous ne pouvez pas dire les mêmes choses. De façon orale, c'est plus compliqué parce que forcément, vous entendez tout. Ne serait-ce que si vous êtes sur un aspect défensif, que vous communiquez avec votre partenaire, l'adversaire, il l'entend plus que s'il y a 60 000 personnes. Lorsque vous dites intérieur, intérieur, extérieur, extérieur, des indications, le mec, il l'entend. Donc, en quelque sorte, vous lui donnez des indications. Après, langage des signes, alors, entre les joueurs. En même temps, ça, c'est anecdotique, mais c'est plus sur la motivation. C'est une catastrophe de jouer un match à huis clos. C'était contre Auxerre au Vélodrome. D'ailleurs, on prend premier but de ma faute sur un corner, en fait, où en fait le ballon arrive et je suis surpris par quelqu'un qui saute, elle me tombe dans les pieds, elle revient sur un Auxerrois qui marque, on gagne 3-1 à la fin. Mais c'est vrai que pour la motivation, c'est très difficile. C'est très difficile. Vous avez l'impression d'être à l'entraînement ? Déjà, oui, déjà. Après, l'intensité n'est pas la même si vous savez que c'est un match de championnat et qu'il faut le gagner et qu'il faut prendre des points. Nous, on avait en l'occurrence gagné ce jour-là, mais je pense que on n'a pas envie avant. On n'a pas envie avant. On n'a pas envie avant. Pendant, on se met dedans parce que c'est l'événement qui vous demande d'être dedans, mais c'est complètement différent. C'est presque un métier différent, je dirais, à ce moment-là. On est dans un entraînement amélioré, un entraînement de compétition, on va dire. Et là, ça va être terrible parce qu'on a des matchs de Ligue des Champions aussi qui vont être à huis clos. On sait déjà qu'il y en a au moins deux, Valence, Atalanta et Getafe. Et peut-être Juve-Lyon. Et théoriquement, on ne sait pas encore, c'est parce que c'est un petit peu loin, mais effectivement... C'est pas officiel, mais jusqu'au mois de mars, et cette date, ça pourrait... Jusqu'au mois d'avril. Jusqu'au début avril. Oui, 3 avril. De toute façon, et là, c'est le 19 mars. Les Italiens, compte tenu des victimes trop nombreuses, malheureusement, de cette épidémie, plus de 150 sont obligés victimes, de prendre des décisions radicales. Et donc, du coup, maintenant, il n'y a plus le choix, puisqu'il faut que les championnats continuent. Jusqu'à présent, ils ont repoussé un certain nombre de matchs, une dizaine, je crois. Et donc maintenant, le calendrier a déjà beaucoup de retard. Ils sont coincés, ils n'ont plus beaucoup de dates pour rejouer les matchs en retard. Donc voilà, il n'y a plus d'autre solution que de jouer les matchs à huis clos. Ce week-end, on joue à la fois les matchs de la 27e journée et ceux reportés des journées précédentes. Donc on joue 26 et 27e journée en même temps. J'ai écouté le président d'un club de Ligue 2 en France qui va jouer à huis clos aujourd'hui et il disait qu'ils vont perdre quelque chose comme 38 000 € pour la journée d'aujourd'hui. Et ça, c'est pour un petit club de Ligue 2. Ouais. Imaginez-vous, pour la Juve, pour l'Inter. Je crois, pour Juve, Inter de Milan, c'est 5 millions. Là, exactement. Il y a de grosses préoccupations. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu le reporter au mois de mai, au début, en espérant que à ce moment-là, effectivement, il n'y ait plus d'épidémie qui pourrait remplir le stade. Mais ils se sont vite rendu compte que ce serait plus compliqué que ça. Donc, ils sont obligés de le programmer maintenant et à huis clos. Alors après, c'est une perte sèche, effectivement, au niveau des guichets. Mais il ne faut pas oublier que ce qui fait vivre les clubs de football, c'est d'abord, en Europe, en tout cas, c'est d'abord les droits télé. Oui, mais en Italie, il y a des questionnements sur est-ce que ce championnat va aller jusqu'au bout quand même, justement à cause des cotations, de tout ce qui coûte quand même organiser un match, même si... Bien sûr, mais encore une fois, pour répondre entre guillemets à ce qu'avançait Euro, les droits télé en Italie, c'est 1 milliard d'euros par saison. Pratiquement 1 milliard, 900 et quelques millions par saison, donc distribué entre les différents clubs selon des clés de répartition un peu longues à expliquer. Effectivement, une perte d'entrée au stade, c'est de l'argent perdu, mais c'est peu de choses par rapport aux droits télé. Rémi, ce match Juventus-Inter, donc dans ce contexte, on se demandait si c'était malgré tout le match qui pourrait ou qui aurait dû théoriquement un peu déterminer ce championnat, parce que pour l'instant les équipes sont derrière la Lazio qui est première, mais on sait que pour ce qui est de la Juve, elle a un match de retard, pour ce qui est de l'Inter, elle a 2 matchs de retard, cette équipe. Donc est-ce que ce match pour vous, dans ce contexte, sans public, peut changer en positif ou en négatif le championnat ? Oui, je peux le dire, si on considère que
public, c'est souvent ce qu'on appelle le 12e homme. Bien sûr. Donc, ça peut être très compliqué, surtout pas pour la Juve qui, aujourd'hui, a quand même beaucoup de difficultés. Mais on a aussi vu cette Juve qui n'est pas aussi performante, même quand il y a ce public qui pousse à fond, parce que la Juve de Sarri ne retrouve pas non seulement une efficacité défensive, mais aussi offensive. C'est une équipe qui tâtonne encore. Donc, d'ailleurs, on a pu le constater face à Lyon. Donc aujourd'hui, ça peut être un peu difficile et c'est pas beau pour nous, spectateurs, surtout téléspectateurs, parce qu'on ne sera pas dans le stade anti-coronavirus, sauf que je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire qu'il ne faut pas des spectateurs, mais en même temps, il y a des joueurs au stade qui s'entrefrottent. Donc, je ne comprends pas bien cette logique où les joueurs sont vaccinés, immunisés, et où bien ils vont jouer avec les casques ou les masques. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Les joueurs ont des suivis médicaux. Mais de toutes les façons, une chose est sûre, c'est Ils doivent leur prendre la température. une chose est sûre, moi j'ai vu le match de Atalanta-Bergame. Sans spectateurs, ils ont très bien joué, et ils ont battu, ils ont toujours eu ce score fleuve. Donc je me dis, si une équipe sait déjà jouer, qui est des spectateurs ou pas, cette équipe-là peut bel et bien gagner et ne pas seulement se contenter sur le fait que non, il n'y avait pas de spectateurs et tout et tout. Il y a un proverbe africain qui dit que un cheval qui sait courir n'a pas besoin du fouet. Vous avez le fouet, Yoro? Non. Mais je pense que Rémi, peut-être qu'il n'a pas joué. J'ai joué au foot un petit peu. Et puis, voilà. Après ça, nous irons au stade. Si toi, tu peux même courir devant moi. Mais c'est incroyable quand même. Le public est très important. C'est-à-dire, c'est de l'entertainment, comme on dit en anglais. Il n'y a pas que 11 ou 22 acteurs derrière un ballon. C'est tout ce qu'il y a derrière qui est important. Regardez Juve. Mais alors, est-ce que ça peut être contre la Juve, en l'occurrence? C'est contre plus contre la Juve que contre l'Inter. C'est contre l'équipe qui accueille. L'équipe qui accueille a besoin de son public. Ajax a éliminé Real 4 devant son public. Et Barça a toujours battu le Real devant son propre public au Santiago Bernabéu. Donc, laissez-nous cette histoire pourquoi que ce soit la FIFA, l'UEFA, à chaque fois que vous marquez un but à l'extérieur, on vous dit ça compte double. Parce que c'est beaucoup plus difficile de jouer devant le public extérieur que devant son propre public. C'est une règle qu'il est question d'ailleurs de supprimer. Donc, mais c'était valable à une époque, effectivement, où il y avait une grosse pression populaire et les supporters n'étaient pas toujours contrôlés. Ça existe encore dans certains pays et sur certains continents, mais en Europe, aujourd'hui, il y a une telle sécurité que c'est extrêmement rare qu'il y ait des débordements. Même en Turquie, où avant, c'était dangereux d'aller jouer, aujourd'hui, il y a une sécurité maximale. Donc, on voit bien que le fait de jouer à l'extérieur, ça a une petite influence, mais face à des joueurs qui sont hyper préparés. Ça dépend où tu vas. Ça dépend où tu vas. Aujourd'hui, il y a des stades où jouer à l'extérieur, c'est compliqué. L'avantage des supporters, c'est que ça t'apporte cette adrénaline supplémentaire. Et puis, il y a un aspect dont on ne parle pas assez, mais lorsque vous êtes sur une situation offensive, il ne faut pas oublier que vous êtes porté. Il y a eu des études de fait, justement, sur la vitesse et la rapidité des joueurs lorsqu'ils arrivent dans les 30 derniers mètres parce qu'ils sont poussés par leur public. On expliquait qu'ils allaient toujours un petit peu plus vite, qu'il y avait forcément toujours un petit peu plus de générosité parce que cette adrénaline, elle te porte. Et je vais même aller plus loin. Lorsque tu réalises un geste incroyable, que ça soit pour un défenseur, un tac qui sauve une action où tu as tout ce public, ça te transcende. On se souvient là, de lorsque tu le fais, tu as l'impression que tu as fait quelque chose d'ordinaire. Imagine, dans le temps, si on devait se rappeler de toutes les actions exceptionnelles. La volée de Zidane sur le centre de Roberto Carlos. Imagine un stade vide sur une volée comme celle-ci. Imagine aujourd'hui, je sais pas moi, ça fait que... Des gestes comme ça, maintenant, tu en as sur les réseaux sociaux toutes les semaines. Alors effectivement, ils sont pas faits par Zidane en finale de Ligue des Champions. Peu importe, ça peut être d'autres. Le ciseau de Ronaldo, il n'y a pas forcément du monde dans le stade. D'ailleurs, le ciseau de Ronaldo, au moment où il l'a réussi... C'était contre les adversaires. Oui, de Juve Real d'ailleurs. Eh bien, lorsqu'il l'a réussi, ils l'ont montré qu'il avait fait la même chose une semaine avant l'entraînement. Oui, mais ne me dis pas que les supporters ne changent rien quand tu vois la façon dont les joueurs vont célébrer leur but. Comment il a fait pour aller réaliser ce ciseau-là, justement? Ce ciseau-là, il le faisait à l'entraînement, donc il le répète en match. Tant mieux pour les supporters, tant mieux pour l'émotion que ça procure. Mais le fait qu'on ne puisse pas jouer sans supporters, j'y crois pas trop. On n'a pas dit qu'on ne pouvait pas jouer, on a dit qu'on jouait différemment. Moi je dis juste, et encore une fois, je vous parle de mon expérience. J'ai vécu ces moments-là lorsque tu joues dans un stade vide. La seule chose qui nous reste, encore une fois, et je le dis assez souvent, la différence qu'on peut avoir, nous, anciens joueurs, avec les gens aujourd'hui qui débattent du foot ou qui analysent le football, il nous reste ça peut-être en plus d'avoir vécu les situations.
Moi, je dis pas qu'aujourd'hui, on voit mieux les choses ou on est meilleur dans ça. Par contre, on a une seule chose de différent par rapport à un consultant qui n'a pas joué au niveau ou un journaliste, c'est qu'on a perçu ces émotions parce qu'on les a vécues à l'intérieur. Donc, quand on vous dit, quand tu vis ça, c'est parce qu'on l'a vécu, en fait, en quelque sorte. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le fait de jouer un match de foot dans un stade vide, ça n'a pas lieu d'être, en fait. En quelque sorte, ça existe parce qu'on n'a pas le choix. Comme on dit, il n'y a pas de place pour mettre les matchs. Ça continue. Mais ça ne devrait pas exister, en quelque sorte. En tout cas, cette équipe de la Juventus, elle pourra compter sur Cristiano Ronaldo, et un Cristiano Ronaldo un peu rassuré puisque sa maman va mieux. Dolores elle-même l'a dit, elle avait été victime d'un AVC et Cristiano avait effectué au cours de la semaine un aller-retour à Madère pour lui rendre visite. Le match donc aura lieu à 19h45 en temps universel. On continue, messieurs, parce qu'il y a encore 2 matchs dont on doit parler. Radio Foot International, Annie Gasnier. Les Dogs tout crocs dehors alors que le LOSC est en 4e position et a mis le cap sur les places européennes. En Ligue 1, Lille reçoit Lyon qui s'est fixé le même cap mais à 6 points de moins au championnat. Et la partie promet donc d'être très disputée. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, on va l'entendre, Christophe Galtier et ses hommes sont prêts. On va jouer une équipe qui est en forme, qui est en confiance. Et nous, pour faire un résultat, il faudra que l'on soit à un top niveau. Voilà, nos derniers matchs ont été intéressants contre des adversaires, tout en les respectant, qui n'ont pas le niveau de l'OL. Nous avions fait un bon match contre Marseille, mais nous ne l'avions pas emporté. Si on veut continuer à se battre pour le podium, il faudra évidemment l'emporter, mais pour l'emporter, il faudra être à notre meilleur niveau. Et être à notre meilleur niveau, c'est d'insister sur ce que nous faisons ces derniers temps. Voilà pour ce qui est de Christophe Galtier. Une place européenne en jeu. Quelle est l'équipe pour vous, Yoro, la mieux armée dans cette confrontation? Lille qui est sur sa bonne lancée ou alors Lyon qui, malgré la fessée parisienne, mais quand même ces derniers temps, le match de la Juve, d'autres victoires, notamment aussi contre Saint-Etienne, Lyon qui montrait un meilleur visage. Je pense que Lille a l'avantage déjà de jouer chez lui, devant son public, et Lille a plus à 4 points d'avance sur Lyon, c'est pas négligeable. Je mettrai une pièce sur cette équipe lilloise qui me semble être beaucoup plus cohérente dans le jeu. Après ce que Lyon a montré ces 3 derniers matchs, oui, ils sont là, ils sont présents. Il y a Guimarães qui apporte ce plus au milieu de terrain, c'est-à-dire pour les sorties, plus pour les sorties de balles. Mais je pense que l'équipe lilloise est un peu plus cohérente. Qui veut Non, moi, je trouve que cette équipe de Lille est très intéressante. Franchement, ils ont gagné à Nantes le week-end dernier. Ils ont été très bons. L'autre jour contre l'OM, ils doivent gagner aussi. Ils perdent, ils se font piéger à la maison. Alors, Lyon, une équipe aussi qui vaut mieux qu'un 5-1 contre le PSG, puisque bon, il n'y a plus de match à partir du moment où ils se retrouvent à 10. Mais sinon, ils ont quand même... Bon, là, c'est mieux, effectivement, comme le disait Yoro Mangara, avec l'arrivée de Guimarães, mais ça reste une équipe qui est quand même sur la saison encore assez irrégulière. Alors que Lille, moi je trouve, propose plus de garanties. Donc c'est intéressant de voir si Lille va pouvoir s'inscrire dans la durée, puisqu'on rappelle qu'ils étaient eux aussi en Ligue des Champions cet automne. Faute d'expérience, ils ont pas pu défendre. Au moment Lille en Ligue des Champions. Oui, non, mais on est d'accord, mais ils n'ont pas cette expérience et ils n'ont pas ce vécu qu'ont d'autres clubs. Voilà pour ce qui est, ça sera le match du dimanche soir, comme on dit, ça sera à 21h. Dans le nord de l'Angleterre, alors ça sera Habib et Rémi qui vont nous donner notamment leur avis sur ce match. Ne vous battez pas, s'il vous plaît, je vous le demande déjà. Ah non, ça va arriver. Dès qu'il lance là, je plonge. Alors ça sera dans le nord de l'Angleterre et ça sera le choc mancunien en Première Ligue. Les Red Devils qui reçoivent à Old Trafford les Citizens, alors que les hommes de Pep sont presque assurés de leur place de dauphin et non pas de champion cette fois. Ceux de Solskjaer visent au moins la 4e place, qui veut dire Ligue des Champions, actuellement occupée par Chelsea. Solskjaer qui vient d'être nommé l'entraîneur du mois. Rappelons-le, cette équipe est sur une série de 9 matchs sans défaite. L'entraîneur norvégien, en tout cas, semble avoir trouvé la clé, notamment grâce au renfort du Nigérian Odion Ighalo, buteur en Russie depuis son arrivée. Ighalo fait exactement ce qui est écrit sur l'emballage, ce pourquoi nous l'avons engagé. Il entre sur le terrain, il joue en point d'appui,
C'est un autre type de buteur. Il se crée des occasions à chaque rencontre. Il en a eu en coupe face à Derby. Je suis très très satisfait de lui. Il nous permet aussi de laisser Greenwood et Martial au repos. Et ce type d'attaquant est vital pour une équipe. Alors, Solskjaer semble avoir, en tout cas, trouvé un bon renfort dans son groupe. Habib, on sait que par ailleurs, il lui manque beaucoup de joueurs, et notamment, on pense évidemment à Pogba qui ne revient pas. Est-ce que vous trouvez que ce Manchester United, on les voit remonter au classement, ils ont eu des moments plus difficiles. Est-ce que vous y croyez plus à cette équipe de Manchester United ? J'y crois plus depuis l'arrivée surtout de Bruno Fernandes au milieu de terrain qui a pour moi tout changé dans cette équipe. C'est-à-dire qu'il est le liant en fait qui manquait à cette équipe lorsqu'on avait un joueur comme McTominay par exemple ou Fred au milieu de terrain qui sont des récupérateurs de ballon mais il n'était pas capable de mettre justement ses attaquants en position de marquer. Lui justement arrive avec ses coups de pied arrêtés. On oublie qu'un pied en football c'est très important. Toutes les équipes qui ont un pied, c'est-à-dire qui est capable justement sur les coups de pied arrêtés d'être sur cette dernière passe, sont beaucoup plus performants. Et depuis qu'il est arrivé, je trouve qu'il a vraiment changé le visage de cette équipe. C'est vrai que Ighalo est un renfort intéressant. On pouvait penser que Manchester irait chercher un joueur plus prestigieux, mais on se rend compte que dans l'animation qu'il a créée aujourd'hui, cette équipe est bien plus performante aujourd'hui. On a vu que contre le Club Bruges, ils ont mis 5 buts, ce qui n'était pas arrivé à Manchester depuis un bon moment. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Après, en face, c'est City. C'est toujours un duel très disputé. Et on a pu voir que Solskjaer a mis en difficulté l'équipe de Guardiola. Après, qu'est-ce que Guardiola va mettre en place ? Parce que comme il sait que la place de deuxième est pour moi presque assurée aujourd'hui en Première Ligue, l'impact et l'objectif pour lui, c'est la Ligue des Champions. Donc, est-ce qu'il va faire de ce derby l'objectif ultime, est-ce qu'il va faire tourner ? Je pense toujours que cette équipe de City est bien supérieure à cette équipe de United. Eric, quelques statistiques sur City ? 182e derby entre les deux formations de Manchester. Sur les 15 derniers, c'est équilibré. C'est victoire United, 7 pour City, de résultats nuls. Mais Manchester City est très à l'aise à Old Trafford, en Première Ligue, je précise en Première Ligue, avec sur leurs 8 derniers déplacements, une seule défaite pour un nul et 6 victoires. Leur dernière défaite Old Trafford date de 2015. Donc là-bas, ils n'ont pas peur du public mancunien adverse. Rémi, cette rencontre dans ce championnat, on voit que Manchester United vise l'Europe cette fois et l'Europe, la Ligue des Champions. Est-ce que c'est à leur portée ? Est-ce que ce match, là encore, est un match important ? On arrive dans les 2 tiers des championnats maintenant. Je crois que ça peut être à leur portée. C'est pour ça que vous êtes en rouge aujourd'hui. Habib va faire une bonne analyse par rapport aux renforts qui sont arrivés. Ils font la paix. Oui, mais quand il fait bien, je le dis. Donc, parce qu'aujourd'hui, mais cependant, j'ai peur d'une chose, c'est que Solskjaer, chaque fois qu'on dit c'est bon, et il a trouvé quelque chose, parce que n'oublions pas que même quand il est arrivé, avant qu'on le confirme, c'était 9 matchs. 9 matchs, aussi une bonne série comme ça, et puis tout s'est effondré. Donc parfois il se relève, après la température baisse encore. C'est pour ça que moi je me dis, là, contre Manchester United City, je vais bien voir ce que ça va donner. C'est vrai que j'ai regardé cette équipe de Manchester City également aussi en coupe, je n'ai pas trouvé qu'elle était aussi transcendante que ça. Mais par contre, United, je trouve que c'est une équipe qui est quand même sur la même progression. Donc je me dis, le match risque d'être très très bon et très très difficile. Et je sais une chose, c'est que Guardiola ne va pas faire tourner parce qu'on ne peut pas perdre ce derby-là, ça reste un derby. Donc, et puis on ne peut pas actuellement parler de Ligue des Champions alors que ce n'est pas demain que ça va se jouer. Donc on attend voir, mais pour moi, je crois quand même que Manchester United peut encore et va créer des problèmes à Manchester City à domicile. Le match sera dimanche en fin d'après-midi à 16h30 en temps universel et c'est déjà l'heure de nos cartons. Carton jaune. Un carton là. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Un premier carton donné par notre ami Rémi Ngono. Alors, je vais donner peut-être un carton à la fois, vert et rouge. Vert parce qu'il y a des douleurs actuellement qui sont
au niveau de l'Afrique et particulièrement pour le football guinéen qui a été frappé de plein fouet par la mort. Et justement, je vais profiter du carton de El Diaoufa de ma page Facebook Rémi Ngono pour donner ce carton vert-là à toutes les familles éprouvées. Mais par contre, un carton rouge devrait être adressé quand même à la Fédération guinéenne de football qui, au regard d'un événement aussi gravissime, perd au moins 9 joueurs, 17 blessés d'une équipe de Ligue 2. Et après, on se dit, bon, écoutez, on ne renvoie pas, on ne repousse pas, alors que la douleur est immense là. Tous ces joueurs, ils ont des camarades ou alors des adversaires ou des amis dans d'autres clubs. On ne peut pas dire que, bon, écoutez, on annule juste ce match et après, les autres vont continuer à se jouer. Regardez ce qui se passe en Europe à cause du coronavirus, on repousse ici. Mais là, il s'agit de mort d'hommes, ce qui est extrêmement grave, ce qui devrait être utilisé pour faire le ciment d'une nation, et même dans toute l'Afrique, on devrait en solidarité avec jouer avec des brassards noirs. Mais en Guinée, on dit continuons à jouer au football. Je suis fatigué, fâché des dirigeants de cette envergure-là. Merci Rémi. Yoro. Alors le carton vert à l'équipe nationale U20 du Sénégal qui a été invitée en tournoi et qui remporte la coupe. Ils ont fait comme César, Vini Vidi Vici. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont vaincu. C'était la coupe arabe au Qatar. Bon, alors, une passe décisive pour notre Sénégalais, pour Habib Beye. Votre carton, Habib Carton vert à Eric Dyer, le joueur de Tottenham, qui a œuvré pour son partenaire Jetson Fernandez, qui a été victime de cris racistes. Il a enjambé les sièges, il est monté dans la tribune, il a voulu en découdre. Bon, des gens l'ont empêché. Et je trouve qu'en quelque sorte, il est venu en disant que son partenaire était un de ses frères et qu'il ne fallait pas faire ce genre de choses, même si Tottenham a été éliminé contre Norwich. Mais également à José Mourinho qui a espéré que son joueur ne soit pas sanctionné. Et il a dit que s'il était sanctionné, il ne serait pas d'accord avec cette sanction. Donc voilà, je trouve que dans tout ce qui a été dit sur le racisme, parfois il y a des actes qu'il faut essayer de maîtriser. Mais je pense qu'il l'a fait avec le cœur. Et le fait de dire que Jason Fernandez était son frère et qu'il ne fallait pas agir comme ça est aussi une bonne chose. Xavier ? Il y a eu beaucoup de cartons verts, mais moi je vais mettre un jaune sur un sujet plus relatif par rapport à tous les sujets graves qui ont été évoqués là. C'est le fait que le Paris Saint-Germain ait annoncé qu'il ne libérerait pas ses joueurs pour les Jeux Olympiques, et notamment Kylian Mbappé. Je pense d'ailleurs que c'est parce qu'il y en a d'autres que Kylian Mbappé qui sont obligés de prendre cette position-là, puisque Neymar, qui a gagné la médaille d'or au tournoi olympique de Rio il y a 4 ans, voulait retourner lui au JO de Tokyo, s'ils ont lieu évidemment. Et donc du coup on va priver l'équipe de France d'Mbappé, d'autres équipes aussi, parce que l'intérêt du club passe avant. C'est le club qui paye les joueurs, donc on comprend leur position, mais on peut quand même le regretter. Éric Mamrut, vous avez un carton ? Un carton un peu rouge sur la tendance des médias, les médias espagnols là, en l'occurrence, qui essayent de décoder les propos des footballeurs, et là en l'occurrence des entraîneurs du Barça lors du Classico. On a vu, ils ont montré précisément l'entraîneur adjoint du Barça, ils ont décodé ses propos qui étaient peu élogieux à l'égard des propres joueurs catalans, avec des mots très crus, mais qu'est-ce qu'il fait, mais il est nul, et ça a provoqué pas mal une polémique là-bas en Espagne, à tel point que Quique Setién, l'entraîneur du Barça, a dû s'excuser de la part de l'adjoint pour tous ces propos qui ont vexé apparemment les propres joueurs du vestiaire. Et c'est cette manie des médias maintenant de vouloir tout voir. Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il dit à Habib Beye sur la pelouse ? Là, et maintenant, ils sont obligés de se cacher. Ça fait un peu ridicule, mais on se dit, ils ont raison finalement, parce que les médias maintenant, mais c'est la tendance un peu actuelle d'aller fouiner, de tout savoir. C'est le but, c'est le but. C'est le but. Mais vous êtes là pour dire on y reviendra. On y reviendra, Rémi. Attendez. Et Eric, on y reviendra sur ce carton. Je veux juste citer un commentaire Facebook d'un de nos amis à propos du débat sur le huis clos, pas huis clos, de Léo Bex Berny, notre ami d'Haïti. Jouer dans un stade vide, c'est comme avoir le sexe sans orgasme. Voilà. Bon. Quelle est ton inspiration quelque chose. Alors moi, je terminerai en donnant un carton vert à toutes les filles qui jouent au football, et notamment celles que vous voyez derrière nous. C'est les Gazelles de Gouandé au Bénin, objet d'un grand reportage photo. Merci d'un collègue belge. Merci à tous et à lundi.
sur RFI. Idée. Alain Rouquier, président de la Maison de l'Amérique latine, spécialiste des régimes politiques du continent américain, nous livre un bilan de son parcours personnel. Ce qui m'a attiré, c'est le caractère hybride de ces pays-là. Mon tiers-mondisme a été modéré et modifié par le fait que c'était à la fois l'Occident et le tiers-monde. Idée, proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 16h10 TU sur RFI. Le coq chante, Sayouba Traoré. Les chercheurs et les acteurs de terrain sont formels. Partout sur la planète, il y a une perte massive de biodiversité. Il faut donc agir contre cette perte de biodiversité qui menace la vie humaine et dans le même temps continuer à nourrir et soigner une population mondiale en constante augmentation. Le coq chante, Sayouba Traoré. Dimanche, à partir de 15h10 TU. RFI. Bonsoir et bienvenue, 17h ici à Paris, 16h en temps universel, le journal sur RFI. Gilles Moreau. Dans l'actualité, l'épidémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde. Le nombre de malades vient de franchir le cap des 100 000. Dans ce journal, reportage à Wuhan, où la population a laissé éclater sa colère contre les autorités chinoises. Au sommaire également, dans un instant, un double attentat près de l'ambassade des États-Unis à Tunis. Un policier tunisien a été tué. Attaque aussi en Afghanistan, une de plus malgré le récent accord de Doha conclu entre les États-Unis et les talibans. Il y a au moins 27 morts à Kaboul. Et puis en Syrie, retour au calme dans la province d'Idlib. Dans l'ensemble, les armes se sont tues en application de l'accord intervenu hier entre la Turquie et la Russie. Pour commencer, l'ambassade des États-Unis à Tunis, visée ce matin par un double attentat suicide. Selon un dernier bilan des autorités tunisiennes.